Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, un peu grippé, mais ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va aux États-Unis pour essayer de décortiquer les résultats du premier caucus républicain en vue de l'élection qui aura lieu cette fin d'année. Alors, il faut savoir que les caucus, d'abord, c'est quoi? Ce sont des petites assemblées locales au cours desquelles on désigne soit les représentants du parti pour les élections locales, soit le représentant du parti à l'élection nationale. En l'occurrence, ici, il s'agissait du caucus qui allait désigner les délégués qui, lors de la grande, si tu veux, le grand congrès républicain qui devrait désigner le candidat à l'élection présidentielle, ces délégués-là devraient choisir ce candidat. Donc, en réalité, c'est une élection indirecte. On élit ce qu'on appelle des grands électeurs, et ce sont ces grands électeurs-là qui vont désigner le candidat. Mais pour ce qui concerne l'Iowa, et ça change souvent, ça change selon les États, il y a deux types de caucus. Il y a le caucus selon lequel le candidat qui est vainqueur au suffrage, il emporte l'ensemble des délégués. Ou bien il y a d'autres où il va remporter un nombre de délégués au prorata du pourcentage des voix qu'il aura obtenues. Mais pour ce qui concerne l'Iowa, comme c'est un tout petit État, donc c'est celui qui aura le plus grand nombre de suffrages en sa faveur qui va obtenir la totalité des grands électeurs. Et justement, hier, c'était le 15 janvier, c'était le cas de l'Iowa, qui traditionnellement aussi est l'État qui commence son caucus. Pourquoi? Parce que l'Iowa, c'est situé au centre des États-Unis. Et donc, avec le temps, c'est ce petit État-là qui, en général, permet de démarrer véritablement l'élection présidentielle, que l'on soit démocrate ou républicain. Ici, en l'occurrence, il s'agissait des républicains. Pourquoi? Parce que ce sont les démocrates qui sont à la Maison-Blanche. Même si il y a des candidats déclarés démocrates pour cette élection présidentielle, mais si tu veux, d'un point de vue médiatique, ils sont moins intéressants parce qu'on estime qu'ils auront moins d'influence à cette élection par rapport au candidat qui est déjà installé à la Maison-Blanche et qui est candidat pour sa propre succession. Et ce qui est intéressant pour ce caucus de l'Iowa, en ce qui concerne les républicains pour cette élection qui aura lieu en novembre prochain, c'est qu'on sait déjà que Donald Trump va l'emporter, d'accord? Parce que l'Iowa, c'est un petit État à 95% blanc, à plus de 99% conservateur, donc véritablement, si tu veux, la typologie des électeurs de l'Iowa sont véritablement ceux qui correspondent à la base même électorale de Donald Trump. Donc ça ne souffrait d'aucune contestation. Les sondages le disaient longtemps à l'avance et les résultats l'ont prouvé sur le terrain. Donald Trump est arrivé avec plus de 50% des suffrages exprimés en sa faveur. Donc ça veut dire que vraiment, il écrase la concurrence. Maintenant, la question était de savoir quelle position devraient obtenir les deux autres prétendants, toujours selon les sondages, Nikki Haley, qui était son ambassadrice aux Nations Unies, et Ron DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride. Alors, Ron DeSantis était particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il avait été triomphalement réélu en septembre dernier. D'accord? Et donc, du fait qu'il avait pu obtenir cette réélection-là, en étant déclaré déjà, enfin pas officiellement, mais officieusement, il s'était déjà éloigné de Donald Trump. Et officieusement, il commençait déjà plus ou moins à préparer son équipe de campagne à l'après-élection de gouverneur. Et donc, évidemment, Donald Trump avait choisi un candidat autre que Ron DeSantis pour le poste de gouverneur en Floride. Et donc, en ayant quand même, malgré le fait qu'il n'ait pas obtenu le soutien de Donald Trump avec lequel il était très très proche. Il ne faut pas oublier aussi que Ron DeSantis devient gouverneur de Floride grâce à l'appui de Donald Trump et de ses partisans. Donc, le fait qu'il avait été réélu en septembre dernier sans l'appui de Donald Trump et en dépit du fait que Donald Trump ait présenté un autre candidat, ça laissait quand même se dire que peut-être que Ron DeSantis avait déjà une espèce de capital politique sur lequel il pouvait déjà s'appuyer pour préparer une possible arrivée, enfin une possible marche vers la Maison-Blanche. Alors, et donc, maintenant, lorsque l'on regarde les résultats,
c'est vrai que ce n'est pas vraiment intéressant pour lui. Il n'a eu que 21% de suffrage. Nikki Haley vient en 3e avec 19%. C'est très très peu, mais c'est pas une grosse défaite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lors des prochains caucus, il faut absolument qu'il fasse un meilleur score. Parce que s'il ne fait pas Ron DeSantis, s'il ne fait pas un meilleur score, Ron DeSantis, face à Donald Trump et face aux autres rivaux, en l'occurrence Nikki Haley, eh ben, il est clair qu'il n'aura pas la capacité d'aller au bout aller au bout de sa campagne. Pourquoi? Parce que les Américains sont assez terribles. Ils n'aiment pas les perdants. Donc, plus vous perdez dans un processus électoral tel que les primaires, et moins vous avez de donations de la part des électeurs. C'est évident. Voilà, vous aurez moins de donations, et moins vous avez de donations, moins vous avez de capacité de faire campagne, de mobiliser des équipes, de faire toute la campagne, même l'affichage, faire les spots publicitaires dans les chaînes de télé-réalité qui coûtent extrêmement cher, les déplacements à travers le pays. Et donc, plus vous perdez et moins vous avez de donations, et donc moins, évidemment, plus ça devient problématique de continuer en réalité cette campagne-là. Et donc, Ron DeSantis et Nikki Haley et les autres savent que, évidemment, la bataille va être très, très difficile. Pourquoi? Parce que Donald Trump a su capitaliser tous les problèmes qu'on lui a collés sur le dos, problèmes juridiques, d'accord, les problèmes d'accusation d'être à l'origine des événements du 6 janvier, le problème d'être à l'origine d'avoir soudoyé cette prostituée-là, cette ancienne actrice de X avec laquelle il avait eu des rapports, mais dont il avait fait passer l'argent qu'il lui avait remis pour des frais de campagne. Il y a le problème que son équipe avait, semble-t-il, eu des contacts avec des hauts représentants dans l'ambassade de Russie à Washington. Il y a les problèmes de dissimulation, dissimulation du patrimoine pour faire baisser, si tu veux, son taux d'imposition. Donc, en dépit de tous ces problèmes-là, à la fois judiciaires et fiscaux, eh bien, il a su capitaliser ça en faisant passer cela comme étant une véritable chasse à l'homme orchestrée par l'administration Joe Biden contre lui, pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche et d'accomplir son véritable dessein quasi messianique de celui de sauver l'Amérique, de sauver l'Amérique ou de lui rendre sa splendeur. Et donc ce message-là passe encore très très bien auprès de l'électorat républicain qui le lui rend très très bien, puisque tous les sondages le montrent, de manière même à l'échelle nationale, Donald Trump est de loin le candidat qui est le plus plébiscité par les sympathisants républicains. Donc la seule possibilité qui reste en réalité aux opposants de Donald Trump, c'est d'espérer que d'un point de vue judiciaire, il ne puisse pas, sa candidature puisse être rendue inéligible. Il y a le Colorado qui a déjà dit, la Cour suprême de l'État du Colorado qui a dit qu'il n'était pas apte à être candidat dans cet État-là. Oui, mais il a fait monter ça à la Cour suprême fédérale. Exactement. Il a fait un recours. Il a fait un recours auprès de la Cour suprême fédérale. Et il ne faut pas oublier que dans cette Cour suprême fédérale, il y a 3 des 9 juges que lui-même il avait nommés au cours de son passage à la Maison-Blanche. Mais ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, c'est pas parce qu'un président t'avait nommé juge à la Cour suprême que tu vas lui rendre pareil. Non. Mais on se dit qu'avec 6 juges conservateurs sur 9 actuellement, 7 même sur 9 à la Cour suprême fédérale américaine aujourd'hui, il se peut que son recours puisse passer et que sa candidature puisse être validée. Et si tel est le cas, il y a de très très fortes chances. Mais là aussi, dans l'absolu, il ne faut pas être formel parce qu'aux États-Unis, tout peut se passer en moins d'1 an. Mais si l'élection devait se faire aujourd'hui, il est clair que les 2 candidats qui sortiraient du chapeau, c'est Joe Biden, le candidat démocrate, et Donald Trump, le candidat républicain. Et donc, pour l'instant, il sait qu'il doit consolider en fait son ancrage sur le terrain en termes de résultats pour que cela aussi puisse influer en réalité sur les résultats judiciaires auprès de la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, je suis sûr que même si elle est aux États-Unis, la justice est indépendante, mais elle n'est pas dépolitisée, si tu veux. C'est-à-dire que les juges ont toujours une coloration politique. Et donc, je doute que si, de manière écrasante, Donald Trump remporte
à chaque fois les résultats, les différents caucus sur l'ensemble du territoire, eh ben, je doute que les juges qui sont majoritairement conservateurs et dont un tiers a été installé grâce à Donald Trump puissent voter en faveur de l'invalidation au niveau national de sa candidature. Donc, c'est sur ce plan-là, c'est ça la stratégie de Donald Trump, eh ben, c'est continuer à fructifier, c'est-à-dire que plus il a des problèmes, plus il a de procès, plus eh ben, il capitalise là-dessus en arguant que c'est justement la stratégie mise en place par les démocrates pour l'empêcher d'être candidat. Dans le fond, il n'a pas totalement tort parce que, évidemment, les démocrates savent que c'est le candidat le plus dangereux qu'ils ont en face d'eux. Parce que, pour une bonne raison, son ancrage, si tu veux, sa base politique est extrêmement stable et extrêmement fidèle. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il a un discours qui est énormément porteur au niveau des républicains. Or, et physiquement, il a l'air en meilleure santé que Joe Biden. Or, justement, l'un des éléments sur lesquels les Américains et les démocrates auront du mal à se défaire au cours de cette campagne, c'est d'apporter vraiment la garantie que Joe Biden est en totale capacité de ses facultés physiques et cognitives et qu'il sera en capacité de pouvoir continuer pour 4 ans de plus à la tête de l'État le plus puissant du monde. Et donc ça, évidemment, Donald Trump va à la fois il va consolider son ancrage pour essayer d'influer au maximum les juges pour obtenir gain de cause et donc obtenir la validation de sa candidature, tout en continuant à jouer sur le fait que physiquement, politiquement, intellectuellement, il est le meilleur candidat que Joe Biden et il espère que Joe Biden, lui aussi de son côté, sera maintenu comme véritablement le grand candidat de la gauche américaine, donc des démocrates, pour être en mesure, selon lui maintenant, de pouvoir l'affronter, le battre lors de l'élection de novembre prochain. Joe Biden est trop vieux. Lui, il ne se voit pas trop vieux. Voilà. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Leader Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.